Bon les gars, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on se transforme en trader ICT, on va trader des FVG, des Fair Value Gaps. Je vais t'apprendre à programmer une stratégie ICT en MQL5 pour pouvoir automatiser le trading de Fair Value Gaps et aller à la plage et profiter de la vie. Bon déjà, qu'est-ce que c'est des Fair Value Gaps? Je vais t'expliquer ce que c'est, je pense que tu connais probablement, mais juste pour rappeler, un Fair Value Gaps, c'est quand on a une séquence de 3 bougies consécutives et que sur ces 3 bougies, la dernière bougie n'a aucune valeur en commun avec la première bougie. C'est-à-dire que toutes les valeurs de l'univers de cette bougie ici, donc de haut de la bougie jusqu'au bas, aucune n'appartient à l'univers de cette bougie-là. Et donc ça crée un gap entre les deux, un trou, un fair value gap, c'est ça le FVG, ça ressemblait à ça un petit peu sur le graphique. Et l'idée de cette stratégie ICT, c'est que quand le prix revient dans cette fair value gap, comme ici, on va prendre un trade. On va prendre un trade ici, on va mettre un stop loss extra serré, ultra serré comme ça, et on aura une belle position, tu vois, un bon profit. C'est ça l'idée de la stratégie. Et cette stratégie, je vais t'apprendre à la programmer de A à Z pour qu'elle fonctionne parfaitement, que tu puisses la reproduire chez toi. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube si t'aimes bien ce genre de contenu, et allez, c'est parti, on va commencer à coder. Donc comme d'habitude, on va aller sur le Meta Editor pour programmer en MQL5, le langage de la plateforme MetaTrader 5. On va faire nouveau, suivant, là on va mettre le nom, on va l'appeler FVG comme ça, pour être très explicite. On fait suivant, suivant, terminé. On a notre petit robot et donc on va commencer à coder. Donc comme d'habitude, si tu sais pas ce que je raconte, si tu penses que je vais un petit peu trop vite, je t'invite toujours à regarder la playlist sur le trading algorithmique. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet où j'apprends les concepts, j'apprends c'est quoi les fonctions, c'est quoi les variables, etc. Donc voilà, tu peux regarder depuis le début et comme ça tu sauras où on en est. Bien sûr, t'inquiète pas, hein, si jamais il y a des trucs un peu complexes, je vais réexpliquer, hein, bien sûr. Donc comme d'habitude, on va commencer par coder nos variables globales, nos variables d'entrée. Donc on va mettre input group, on va mettre les paramètres de la FVG d'abord. Donc ce sera la timeframe avec enum-du-bas timeframe. On va l'appeler FVG timeframe. Et pour se mettre vraiment dans la peau des traders ICT, on va se mettre en M1. Comme ça, c'est vraiment ICT à fond là, je suis un ICT boy. Ensuite, on va déterminer nos cibles. On va mettre input double stop loss qu'on va mettre à 5 pips, pourquoi pas. Input double take profit, et ensuite on va devoir les convertir en nombre de points. Donc on va mettre allez, 40, on s'envoie un risk reward à 8. Ensuite on va mettre double SL égale stop loss fois tiré du bas point fois 10. Ça c'est pour le convertir en nombre de points. Parce que là c'est juste une variable d'entrée. Quand il y a input c'est juste une variable, en gros c'est juste un chiffre. Et ensuite là on le convertit en multipliant par point pour que ça nous donne un nombre de pips qui sera reconnu par l'algo. Donc là, on fait pareil, take profit fois tiré du bas point fois 10. Donc ça, c'est voilà, pour nos variables qu'on va utiliser. Ça, c'est des variables globales qu'on va pouvoir utiliser dans notre fonction onTech. Donc justement, là, on va aller dans la fonction onTech. Si tu as regardé mes autres vidéos, des fois, on initialisait des handles dans la fonction onInit ou on faisait d'autres fonctions. Là, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Dans cette stratégie, la seule information dont on a besoin, c'est l'information de prix des bougies. C'est que du price action, c'est que de l'action des prix. On n'a besoin de rien d'autre. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est le haut, le bas, l'ouverture, la clôture des bougies. Donc pour faire ça, on va aller directement dans la fonction onTech et on va les demander. On va demander à l'algo, on va demander au langage de programmation avec IOpen et IClose, etc. Je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos. On va demander l'information de ces bougies. Et on va checker quand est-ce qu'il y a un gap, donc quand est-ce que la troisième bougie de la séquence de 3 bougies consécutives n'a aucune valeur dans celle de la première. Donc pour faire ça, on va faire une boucle pour stocker dans une matrice les informations de prix. Donc déjà, on va définir la matrice avec double open entre crochets 3, parce qu'on va avoir 3 valeurs dans cette matrice, 3 valeurs pour les 3 bougies, bien sûr. Donc on aura le open, le high, le low ensuite et le close. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est juste l'ouverture, le haut, le bas et la clôture de la bougie. Donc close comme ça. Et d'ailleurs, on va pas le mettre dans onTech, on va mettre une fonction en dehors. Là maintenant, on est des pros. Donc dans les anciennes vidéos, je mettais parfois pas mal de trucs dans la fonction onTech. Maintenant, c'est terminé. On n'en fait plus ça. On est des pros, donc on fait comme ça. Donc là, ce sera pour chercher une fair value gap. Donc on va l'appeler findFVG. Pour rappel, quand on fait une fonction en dehors de la fonction onTech, ensuite on va pouvoir l'appeler dans cette fonction-là. On va pouvoir faire ça, findFVG. Et là, si on compile, ça va exécuter toutes les lignes de code qu'il y a là. Alors que pourtant, tu vois, ça c'est même pas dans la fonction onTech.
Donc voilà, toujours un petit rappel, ça coûte rien de rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va juste copier-coller ce qu'on a écrit juste avant. Donc là, c'est pas 0, hein, c'est 3, bien sûr. 0, bah, ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur dans la matrice, c'est pas ce qu'on veut, on en veut 3. Et donc là, on va faire notre boucle. Donc une boucle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que, à l'intérieur de notre boucle, on va faire des itérations de toutes les lignes de code qui sont dans cette boucle pour un nombre particulier qu'on choisit. Donc là, on va faire for int I égale 0, on va dire on va commencer par 0, et pour i inférieur ou égal à 2. Donc ça va commencer à 0, notre boucle, la première itération elle sera à 0, et la dernière elle se fera à 2. Et on va dire i++ pour dire qu'on va faire 0, 1, 2. On va aller dans ce sens-là. On ouvre les petites accolades, et donc là, effectivement, à l'intérieur de cette boucle, on va exécuter ce qu'on veut, et ça va faire d'abord i égale 0, ensuite i égale 1, ensuite i égale 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker les informations des bougies dans ces matrices qu'on vient de définir ici. Donc, tout simplement, on va faire open avec l'indice 0, tu vois, parce que là, en gros, c'est pas un indice ici, c'est juste le nombre qu'on aura dedans, et ça, c'est un indice. C'est pas pareil, en gros, ça, c'est quand on le définit, enfin, tu vas comprendre. En gros, l'indice, là, ça va stocker une valeur. Donc, on va mettre i open égale tiré du bas symbole. Là, timeframe, c'est fvg timeframe qu'on a défini en variable d'entrée. Et le shift, du coup, ce sera i. D'ailleurs, là aussi, c'est i, du coup. Mais c'est juste pour te montrer. En gros, là, ce sera 0. Ensuite, ce sera 1. Et ensuite, ce sera 2. C'est pour ça qu'on utilise une boucle, plutôt que de faire 3 lignes. Parce que sinon, si on mettait 0, on devrait faire une deuxième ligne ici, pareil avec open, et ensuite pareil avec open. Avec 1 et 2 et 0. Là, on a juste besoin en une seule ligne avec i. Donc, ensuite, on va faire pareil pour ici, avec i, tiré du bas symbole, fvg timeframe et i. On va faire low, i, comme ça, égale low, non, i, low. Les 4, c'est pareil, hein, c'est simplement que le i low, le i high, ça va juste donner des variables de prix différentes. Et pareil, le close, on va faire i égale i close, tiré du bas, symbole, fvg timeframe et i. Donc, normalement, je pense que tu as compris. Juste pour récapituler, là, on aura stocké dans notre matrice, on aura open 0 qui sera, ça va être en gros le i open, le prix d'ouverture de la bougie avec le shift 0. Donc la bougie T, la bougie de maintenant. Et ensuite, deuxième itération de la boucle, on aura open avec 1, qui sera i open, donc le prix d'ouverture de la bougie avec le shift 1, donc la bougie T-1, l'avant-dernière bougie, ou plutôt la dernière bougie avant celle où on est dans laquelle on est. Pareil pour open 3, je pense, bon j'ai pas besoin d'écrire, je pense que tu as compris. Pour open 2, je veux dire. Open 2, ce sera le shift 2, donc l'avant-dernière bougie de notre séquence de 3 bougies. Voilà, je pense que tu as bien compris comment ça fonctionne. Tu peux compiler pour être sûr qu'il n'y a aucun problème, aucune faute de frappe. Parce que d'ailleurs, juste petit aparté, beaucoup de gens m'envoient des mails et me contactent sur Discord pour me demander ce qui ne va pas dans leur code ou me disent que j'ai fait des erreurs dans mon code. Souvent, la plupart du temps, c'est que vous faites des erreurs de frappe. Voilà, pour faire très simple, c'est juste des fautes de frappe. Je sais pas, là vous mettez close comme ça, et tu vois, tu compiles et ça marche pas, parce que tu as fait une faute de frappe. Voilà. Il n'y a pas d'erreur dans mes codes, hein. Je vérifie avant de publier la vidéo que tout fonctionne bien. Voilà, petit aparté. Bon bref, comme d'habitude dans mes vidéos, au-delà de simplement t'apprendre à coder la stratégie, je t'apprends à coder en MQL5, je t'apprends à programmer, pour que après toi tu puisses faire tes propres algorithmes. C'est ça mon but final hein, sur YouTube. C'est pas juste te montrer comment trader des FVG. Bon, bref, on va continuer vraiment à coder. Donc maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a toutes les informations dont on a besoin, on va chercher un FVG, on va chercher un fair value gap. Enfin déjà, il y en aura dans les deux sens. Il y en aura un fair value gap baissier, c'est-à-dire que la première bougie sera plus haute que la dernière bougie, et inversement, il y aura un fair value gap haussier, où la première bougie sera plus basse que celle du haut. Donc pour ça, on va tester avec une condition if, on va tester une condition, et si la condition est respectée, on va activer, on va return quelque chose, qui va nous permettre de savoir si effectivement on a trouvé une FVG ou pas.
Donc pour ça, on va mettre low avec le shift 0, donc notre bougie actuelle, la bougie dans laquelle on est. Et il faut que ce low-là soit strictement supérieur au high de la bougie avec le shift 2, la bougie d'il y a deux bougies. Et on va faire pareil pour l'inverse, le high du shift maintenant doit être strictement inférieur au low de il y a deux bougies. Donc celui-là, ce sera un fair value gap haussier, et celui-là, ce sera un fair value gap baissier. Donc ça, si jamais, tu peux aussi faire double slash et le préciser. Tu peux le préciser comme ça si jamais tu n'es pas sûr de ton souvenir. Parfois, bon là c'est assez simple, hein, mais des fois, si tu as plein de lignes de code et que tu sais plus où tu en es, tu peux mettre des commentaires comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir les petites accolades. On va ouvrir aussi les petites accolades ici. Et à l'intérieur de ça, si la condition est respectée, on va return quelque chose. On va return fair value gap haussier ou fair value gap baissier. Donc là, on va mettre pourquoi pas une variable booléenne ou alors, disons, une variable avec 0. Je pense que ce sera plus instinctif pour toi. Non, même, c'est ce qui sera encore plus instinctif, c'est une variable string, une chaîne de caractères. Du coup, on va pouvoir écrire. Donc, on va écrire haussier comme ça. T'es pas obligé de faire ça, hein, tu peux juste mettre 0. Souvent, généralement, c'est mieux avec 0. Parce que justement, t'es pas obligé d'écrire. Mais pour que ce soit vraiment visuel pour toi, on va mettre comme ça. On va mettre baissier. Donc, effectivement, après, il ne faut pas qu'on fasse void, il faut qu'on se fasse string. Ce sera une fonction string qui va return une chaîne de caractères. Et ensuite, on pourra checker, on pourra appeler la fonction. Et suivant si c'est haussier ou baissier, on va déterminer s'il y a un fair value gap haussier ou baissier. Et ensuite, dans une autre fonction qu'on va mettre plus bas, on va pouvoir exécuter notre trade. Donc, ce qu'on va faire justement maintenant, on va faire execute by trade. On va ouvrir les petites accolades. Et là, à l'intérieur, on va dire if et on va appeler findFVG dans cette condition. If findFVG égale, double égal, donc ça veut dire correspond à. Ça veut pas dire, si tu mets un seul égal, ça veut dire que ça va prendre la variable, ça va prendre ce que tu vas mettre après. Ça veut dire correspond à. Donc, si findFVG, notre fonction qui retourne haussier ou baissier, correspond à haussier, alors on va prendre un trade à l'achat. D'ailleurs, du coup, ce sera juste execute trade. On va faire ça dans la même fonction. Donc là, on va pouvoir faire notre signal d'achat ici. Et else, on va mettre else. Sinon, si jamais c'est pas haussier, du coup, ce sera forcément un baissier ou autre chose, quoi. On va mettre, du coup, signal de vente. Sinon, on peut faire aussi, on va mettre autre chose, je pense. Là, c'est là où on va mettre else et on va mettre return rien. Return rien. Il n'y a ni FVG haussier, ni FVG baissier. Et du coup, là, pour être vraiment visuel, on va mettre if find FVG égale baissier. Donc après, tu as des techniques aussi que tu peux faire pour que ce soit plus visuel ou moins visuel. Par visuel, j'entends que tu vas comprendre ce que tu fais sans avoir besoin de mettre des commentaires. Parce que les commentaires, c'est fait pour t'aider à comprendre, justement, pour que ce soit assez lisible et visible dans ton code. Mais en même temps, si tu peux avoir une fonction qui est assez explicite, tu vois, avec un titre explicite, avec des conditions explicites, bah, c'est encore mieux parce que tu n'as même pas besoin de faire de commentaires. Bref, c'est juste des conventions en code, c'est bien de ne pas trop mettre de lignes inutiles. Donc pour notre signal d'achat, on va avoir besoin de ces valeurs-là. On va aussi avoir besoin de low, high, etc. pour placer notre ordre d'achat ou notre ordre de vente. Donc déjà, avant toute chose, pour placer un ordre de vente, comment on fait, ou un ordre d'achat? On fait hashtag include trade/trade.mqh. On va include un fichier qui va nous permettre de créer une classe. Et une classe, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre d'exécuter des trades avec trade.quelque chose. Donc voilà, c'est pour faire vraiment très simple. Là, dans signal d'achat, mince, qu'est-ce que je fais? J'ai pas cliqué. Bref, je redescends. Là, dans signal d'achat, ici, on va pouvoir mettre trade.buy, tu vois, et on va pouvoir acheter. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, ce sera un buy limit, ou alors un buy stop. Je pense un truc qu'on pourra faire qui est intéressant. Bah tiens, on va le faire. Je vais justement calculer avec ça, là, avec les open, low, high, etc.,
le milieu du gap, le milieu du fair value gap, et on va mettre un buy limit sur ce milieu du fair value gap. Ça, vous entendez pas les gens qui crient dans la maison d'hôte là. Il est 21h30, c'est la fête en bas, il y a que moi qui travaille à cette heure-là. J'ai 22 ans, je suis à Bali, qu'est-ce que je fous à travailler là? Je devrais aller faire la fête, non? Je sais pas, les gars, je fais quoi là? Dites-moi en commentaire. Bref, on promis, j'arrête de parler pour rien. C'est parti, on va continuer de coder. Donc, ça en fait, on va le mettre en variable globale, ça va être le plus simple. Parce que du coup, là, vu que j'ai fait une fonction string, on va pas pouvoir prendre des variables, c'est des variables double, c'est des variables de prix. Donc c'est pour ça que c'est relou d'avoir des strings, des chaînes de caractères. Parce que du coup, tu peux pas changer le return en fonction de ce dont tu as besoin. Mais bon, c'était pour t'expliquer, pour que ce soit vraiment visuel. Donc, pour remédier à ça, une autre solution, c'est de les déclarer en variable globale. Comme ça, là, je vais pouvoir appeler open dans mon autre fonction. Donc ça va rien changer, hein, ça va faire exactement la même chose. C'est juste une deuxième manière de faire. Donc là, attends, je vais supprimer ça pour pas que ça bug. Là, tu vois, je vais pouvoir l'utiliser ici, tu vois. J'y ai accès dans cette variable-là. Donc je vais pouvoir utiliser open, etc. Bref. Donc, pour déterminer le middle, le milieu de notre FVG, on va faire double middle FVG, simplement. Et on va utiliser le low de la bougie 1, du coup, la bougie du milieu. De la séquence de 3 bougies, ce sera la bougie du milieu, le gap. Donc le low plus, entre parenthèses, le high moins le low. Donc hop, en ouvrant les crochets, moins low 1, comme ça, qu'on va diviser par 2. Comme ça, on aura le milieu. Ça, là, ça va nous donner la moitié de l'écart de la bougie, du corps de la bougie, enfin de la bougie entière du milieu, plus le low. Donc ça va nous donner le milieu du gap, tout simplement. Et ensuite, dans trade.byLimit, ce sera un buy limit parce que le prix sera au-dessus de ce milieu du FVG, justement, vu que c'est un FVG haussier. Donc là, dans volume, on va mettre position size. D'ailleurs, j'ai oublié de le définir. On va mettre là. Input double position size, 0,5. C'est le nombre de lots. Hein. 0,5, ce sera le nombre de lots qu'on pourra changer, bien sûr. Ensuite, le price, donc ce sera middle FVG, tiré du bas symbole. Le stop loss, ce sera middle FVG moins stop loss, parce que c'est un achat. Et le TP, ce sera middle FVG plus TP. Order time day pour que ça arrête l'ordre à la fin de la journée, parce que ce sera un ordre en attente. Ensuite, on va faire exactement pareil ici. Donc là, ce sera le même calcul pour le milieu. Que ce soit un FVG baissier ou haussier, c'est le même calcul. Parce que la bougie du milieu, le gap, il n'a pas, peu importe si c'est haussier ou baissier, le gap est le même. Donc c'est pour ça. Là, on va mettre sell limit, position size, ensuite le prix, ce sera middle FVG aussi, symbole, et c'est là que ça change. Là, ce sera middle FVG plus SL, parce que c'est une vente, donc le stop loss sera au-dessus de la vente. Et là, ce sera middle FVG moins TP. Donc voilà. Mais là, pareil, order time day. Donc là, ça va nous ouvrir des ordres de vente et des ordres d'achat à chaque fois qu'il y a un FVG. Au moment où on détecte un FVG, à la bougie 0, à la bougie T, maintenant, l'instant T, on va envoyer un ordre d'achat limite ou un ordre de vente limite au milieu de ce gap, au milieu de ce FVG. Et ensuite là, on va tout de suite créer un flag. On va créer un flag qui va empêcher d'envoyer 1000 ordres. Parce que là, si on met juste ça comme ça, tiens, je vais te le montrer. À chaque fois, je montre pour vraiment que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc là, tu vas aller chercher ton FVG ici. Déjà, qu'est-ce que c'est ça? C'est dans voir cadre stratégie sur MetaTrader. Ensuite, tu sélectionnes le FVG, tu sélectionnes ton symbole, tu fais mode visuel avec affichage des graphiques, des indicateurs et des trades. Tu choisis M5, parce que c'est ce qu'on a choisi là. C'est ici, là, dans placement, tu choisis. Ah non, on a mis M1, donc on va mettre M1. Parce que, comme ça, tu vas voir. Enfin, ouais, bon. Je fais démarrage, et là, tu vas voir, ça va envoyer plein d'ordres. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit à l'algorithme. On a dit à l'algorithme d'envoyer plein d'ordres, donc il envoie plein d'ordres. Donc là, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé la fonction dans la fonction onTake. En gros, ça, tu vois, cette fonction execute trade, elle n'est pas dans la fonction onTake. Donc il faut qu'on la mette. Comme je t'avais dit au début de la vidéo, tu vois, j'avais déjà écrit find FVG. Donc là, il faut qu'on la mette. D'ailleurs, on va la mettre après find FVG parce qu'on a besoin
des datas qui sont calculées par findFVG, ça, dans la fonction executeTrade. Donc il faut que ce soit dans l'ordre. Il faut que ce soit L d'abord, puis ensuite L ensuite. Nécessairement, sinon ça va bugger. Et c'est pour ça aussi, très important, que c'est pas forcément bien d'utiliser des variables globales, parce que du coup, il faut que ce soit dans l'ordre, tu vois. Si c'est pas dans l'ordre, ça va pas fonctionner. Alors que si tu appelles le résultat de cette variable, de cette fonction, si tu appelles le résultat de return, là, comme ça, dans les paramètres, ici, entre les parenthèses, bah, tu n'as pas ce problème de l'ordre. Tu peux faire dans le sens que tu veux. Voilà. Je fais des petits tutos. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite formation gratuite cet été. Abonne-toi à cette chaîne parce que je vais faire une formation. Ce sera trop bien. Je vais pouvoir t'apprendre plein de trucs gratuites, hein, bien sûr. Je ferai juste des vidéos YouTube, quoi, où je t'apprendrai de A à Z la programmation MQL5. Et à la fin de cette formation, tu auras une stratégie rentable qui fonctionne sur le marché Forex. Et voilà, c'est juste gratuit, cadeau. Donc abonne-toi pour parler de ça. Donc voilà, c'est ça ce dont je te parlais. Cette belle ribambelle d'ordre limite. Tout ce que tu vois là, toutes les lignes, c'est ça. Parce qu'il y a trop d'ordres, parce qu'on n'a pas dit au code d'arrêter d'envoyer des ordres. Il n'a pas compris. Là, tu vois, juste s'il y a un FVG, on envoie un ordre. Et nous, il faut qu'on le stoppe. Donc pour ça, on va faire une deuxième condition. On va dire avec un ordre booléen. Donc on va mettre isTradeOpen. Ou plutôt isFVG, on va dire, je sais pas, activated. Si on a activé la fair value gap, on va envoyer le trade by limit, mais c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Et à l'intérieur de cette condition, on va mettre isFVG activated égale true. On a activé notre FVG. Donc ça, bien sûr, va falloir la définir. Donc on va mettre une variable globale. On va mettre bool isFVG activated, comme ça. On compile, tout va bien, il n'y a aucun problème. Comme d'habitude, tout va pour le mieux. On va faire pareil ici. On va mettre if, j'ai pas précisé, mais le point d'exclamation, c'est pour dire faux. C'est exactement la même chose que faire isFVG égale false. C'est pareil. On peut juste mettre le petit point d'exclamation comme ça. Donc voilà, on va ouvrir les parenthèses. On va refaire comme ça. Là, on va mettre isFVG activated égale true. Et après, il faut qu'on la désactive. Une fois qu'on a mis ça, si on rentre en position ou si la fin de la journée arrive, parce que tu vois là, l'ordre expire à la fin de la journée, et ben il faut qu'on désactive ça. Il faut que la fair value gap soit désactivée. Donc pour ça, en dehors de ça là, en dehors de la boucle, on va mettre une autre condition. Si positions total égale 0 et que orders total, tous les ordres sont aussi égaux à 0. S'il n'y a plus rien qui est activé, tout a été expiré ou il n'y a plus de trade ouvert, on va mettre isFVG activated égale false. Voilà. Donc là, ça pourra re-ouvrir des trades, ça pourra re-exécuter cette condition. Donc là, voilà, tu peux compiler pour être sûr que tout va bien, que tout fonctionne bien. Tu refais démarrage dans le testeur de stratégie. Et là, tu vas voir qu'on n'aura que du coup une seule ordre. Attends, je vais un peu ralentir pour que tu vois bien ce qui se passe. Tu vois que là, on n'a plus la ribambelle d'ordre qui partait dans tous les sens. Là, on a juste notre ordre. Donc là, tu vois, il est ici, notre buy limit. Mais tant qu'on ne l'active pas, eh ben, il reste là en attente. Tu vois. Là, le prix il a continué de monter. Il y avait une fair value gap qui était par ici, mais le prix continue de monter. Et là, tu vois, il y a combien? C'est 16h, 18h. Tant que le jour est encore là, et là, tu vois, dès qu'on est passé minuit, on a expiré l'ordre. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on peut le faire un petit peu avancer pour voir si ça fonctionne. On va voir si c'est rentable en même temps en M1. Tu vas voir que non, hein, bien sûr, c'est évidemment pas rentable. Pour des raisons que je vais t'expliquer après. Bon, là, on va juste retourner sur le code, mais là, tu vois déjà 95 500 en passant. Oh, les voisins, là. Je sais pas si vous avez entendu. Les voisins, ils sont pas contents de la stratégie, là. 95 500. Parce qu'évidemment, j'ai pas dit que c'était rentable. Bien sûr, c'est une stratégie ICT, donc naturellement, par essence, c'est pas rentable. C'est une stratégie d'analyse technique, juste d'action des prix, donc mécaniquement, c'est pas rentable en fait, ça ne peut pas l'être. J'expliquerai ça dans une autre vidéo, pourquoi c'est pas possible, mais surtout en M1 en plus, sur des graphiques M1,
Voilà, tu vois bien qu'on se fait atomiser, quoi. Regarde là, c'est juste, c'est de la chute libre. On a perdu 6 000 euros, quoi. Enfin, 5 200 euros. Bon, je vais revenir sur le code rapidement pour le rendre un petit peu plus robuste avant de vraiment le tester pour voir comment ça fonctionne sur d'autres actifs. Par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir coder du risk management pour pas juste ouvrir une position au hasard à 0,5 lot, tu vois. On va essayer de risquer une somme d'argent en particulier. Donc pour ça, on va mettre, on va dire get trade volume. Ça va être notre fonction qui va nous donner la taille de position en fonction du risque qu'on veut prendre. C'est relativement simple à coder en MQL5, hein. C'est-à-dire que si tu veux risquer 500 euros sur ta taille de position, sur ta taille de stop loss, eh ben, il faut que ton volume soit adéquat par rapport à 500 euros. Tu vois. Il faut que tu ouvres, je sais pas, 0,57 lots pour que ce soit pile 500 euros de perte si tu touches ton stop loss. C'est ça l'idée. Je pense que tu vois, si tu sais faire du trading, tu vois ce que c'est. Donc là, tu vois en compilant, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut qu'on return quelque chose. Donc déjà, je vais l'écrire. On va mettre return position size. On va mettre plutôt lot size. Hop, return lot size qu'on va définir ici. Lot size égale 0 si jamais. Et ensuite, on va coder la logique qui va nous calculer le lot size. Donc, premièrement, on va demander le account balance avec account info double, donc le solde de ton compte. Par exemple, si tu veux risquer, je sais pas, 0,5% de ton compte, tu as besoin de savoir le solde de ton compte, tout simplement. Donc, déjà, on va remonter en haut et on va demander justement combien on veut risquer. Donc, on veut risquer risk in percent égale 0,5, disons, on veut risquer 0,5% du compte total. Donc, hop, double account balance, on va utiliser double tick size égale symbol info double symbol, non, si, tiré du bas, putain, je sais pas écrire, symbol trade tick size, ensuite double tick value, symbol info double, tiré du bas symbole, tiré du bas symbol trade tick value. Donc à quoi ça va servir ça? Ça va nous servir à déterminer la taille et la valeur d'un tick sur le symbole particulier, parce que c'est pas tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que si tu veux risquer 500 euros sur dollar yen ou sur euro dollar, c'est pas le même nombre de lots que tu vas avoir besoin d'ouvrir pour le même nombre de pips. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de demander tick size et tick value par rapport au symbole, parce que c'est pas uniforme, c'est pas équivalent sur tous les symboles. Ensuite, on va demander le volume step. On va demander le volume step, double volume step. Qu'est-ce que c'est le volume step? C'est juste quand tu commences à 0,01, c'est quoi la décimale d'après? Est-ce que c'est 0,02 ou est-ce que c'est 0,011? Tu vois, c'est ça. Symbole tiré du bas, volume step. Donc ça va dépendre par exemple si c'est sur l'or ou si c'est sur le forex ou sur n'importe quoi. C'est pareil, hein, tu as besoin de savoir par rapport à ton symbole pour que ce soit vraiment fonctionnel sur tous les marchés. Donc ça c'est le volume step. Ensuite, on va demander le risk in currency, parce qu'on a déjà le risque en pourcentage, mais ensuite il faut qu'on le convertisse en monnaie, en valeur monétaire. Donc pour faire ça, c'est très simple, on fait risk in percent, la variable d'entrée qu'on a définie juste au-dessus, et on va multiplier par, enfin non plutôt, on va faire account balance, qu'on va multiplier par risk in percent, qu'on va diviser par 100. Là, tu vois, le risk in percent, c'est ça. Après, on pourrait aussi faire input double risk in currency. Ce serait beaucoup plus simple. On pourrait faire, je sais pas, 500. Du coup, on n'aurait pas besoin de le modifier. Donc, on peut faire les deux, hein, on peut faire les deux. Donc là, tu vois, le risk in currency. Du coup, il faudrait qu'on le change, là. Ce serait les deux. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas avoir les mêmes variables input. Tu vois, par exemple, tu peux écrire en majuscule, comme ça, risk in currency, pour savoir que ça, c'est une variable d'input et que les autres variables, c'est pas des variables input, c'est des variables qui peuvent changer dans le code. Comme ça, par exemple. Tu vois, pour être vraiment, vraiment rigoureux. Donc voilà. Bon. Pour la fonction, on va juste garder comme ça. Petite pause pour boire de l'eau, très important. Donc maintenant, on va calculer le risk volume step. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où on va risquer de l'argent supérieur et qu'on va devoir passer de 0,01 lot à 0,02 lot, par exemple. Si on risque, je sais pas, 500 euros avec 0,5 lot, et ben pour risquer 510 euros, on va peut-être devoir passer à 0,51 lot, tu vois. Et c'est ça le step supérieur pour risquer un volume de plus. Donc pour faire ça, on va mettre entre parenthèses SL, la distance en pips de ton stop loss, qu'on va diviser par tick size, qu'on va multiplier par tick value,
et par volume step. Donc maintenant, on va retourner le lot size, donc on va faire égal mass floor. Pourquoi mass floor? Parce que en fait, on peut faire avec normalize double aussi, c'est pour arrondir, mais mass floor c'est mieux pour les histoires de volume parce que ça arrondit à l'entier inférieur. Donc vu que c'est l'entier inférieur, tu risques pas de risquer trop, tu vois, tu risques de risquer moins, ce qui est mieux. Donc on va mettre risk in currency, qu'on va diviser par notre volume step, qu'on va multiplier par notre volume step, notre vrai volume step. Donc là, on peut compiler pour voir si tout va bien, et tout va bien. Donc, pour récapituler rapidement, qu'est-ce qu'a fait cette fonction? Elle va nous retourner une variable lot size, qui est une variable double, donc un chiffre à virgule, qu'on va pouvoir utiliser là à la place de position size. On va mettre get trade volume, et ça va être notre volume, ça va être notre position size. Donc là, on va mettre ça ici. Alors, peut-être un peu revenir dessus pour t'expliquer vraiment pourquoi ça fonctionne. Donc, account balance, c'est le solde de ton compte, combien d'argent tu as sur ton compte, pour pouvoir calculer ensuite le risk in currency. Tick size, tick value et des volume step, c'est des informations du symbole. Donc, par exemple, de euro-dollar, c'est les informations de la paire qu'on va trader. Risk in currency, du coup, ça va être la valeur monétaire, ça va être, je sais pas, 500, 1000, c'est vraiment une valeur, un nombre. Ensuite, risk volume step, c'est l'écart par rapport à ton stop loss qui va déterminer combien tu dois risquer pour risquer, je sais pas, 500 euros, tu vois. Ce que je t'expliquais, c'est si tu risques 500 euros, tu as besoin de risquer un tel taille de position. Mais si tu risques 510 euros, est-ce que tu passes au volume d'après ou est-ce que tu passes pas au volume d'après? C'est ça le volume step. Et donc, naturellement, tu vas diviser ton risk in currency, le montant que tu veux trader, par le nombre de steps. Tu vois, c'est pour ça que on divise. On veut partager tous les steps pour arriver à risk in currency, pour arriver au total qu'on veut risquer. Et ensuite, on multiplie par volume step pour que ce soit une taille de position, pour que ce soit 0,0 quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est lot size. Et quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus risk in currency sera élevé, plus lot size sera élevé. C'est logique parce que c'est le numérateur de la fraction. Donc plus le numérateur augmente, plus le résultat augmente, plus lot size sera haut. Et inversement, le stop loss là que tu vois ici, c'est le numérateur de cette fraction. Donc plus le stop loss sera élevé, et là plus lot size sera plus petit. Parce que volume step, c'est le dénominateur et pas le numérateur. Donc plus risk volume step est grand, plus la fraction est petite, plus lot size sera petit. Et c'est pour ça que on tente d'élargir son stop loss en trading algorithmique. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour payer moins de commissions. Parce que plus ton stop loss est large, plus ton volume step sera large, plus ta fraction sera petite, plus ton lot size sera petit. C'est logique, hein? Donc voilà, c'est pour ça qu'on écarte le stop loss. Plus ton stop loss sera serré, plus ton lot size sera élevé et plus tu vas te faire atomiser en commission. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc on va retourner dans le testeur de stratégie, et là, ça va être le moment fatidique. On va voir si les stratégies ICT sont rentables. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec des stratégies en tradant des fair value gaps? Donc on va aller voir, hein. On ne sait pas, là, on ne sait pas encore. Donc on va choisir une minute, voilà, pour la time frames des fair value gap. Le stop loss extra serré, extra sniper, la position 5 pips et 40 pips de take profit, donc un RR de 8. On va aller chercher des RR de fou. Pourcentage de risque, on va mettre 1. On va risquer 1% de notre compte, ce qui est raisonnable. Donc on va risquer 1% de 100 000 euros. Et allez, c'est parti, on va démarrer. Alors, est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on est rentable, à ton avis? Est-ce qu'on va être rentable? Je vais aller dans Trade et tu vas voir la balance qui va s'écraser par terre, qui va tomber. On va voir jusqu'où ça va s'arrêter. À 10 203. 10 203. T'as l'impression qu'on a commencé à 10 000. Mais non, on a commencé à 100 000. On a perdu 90 000 euros. 90% du compte est parti. Alors que pourtant, c'est une stratégie qui fondamentalement n'a rien de spécial. C'est pas une stratégie nulle, c'est pas une stratégie mauvaise, c'est une stratégie qui est un peu hasardeuse, qui n'a pas de hedge statistique, et pourtant, on perd 90% du compte de trading. Donc comment c'est possible? Comment c'est possible de perdre autant? C'est les frais de trading. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, que tu es un trader ICT ou SMC, ou que tu aimes bien mettre des stop loss à 5 pips, j'aimerais te montrer avec cette vidéo que ça n'existe pas des traders rentables avec 5 pips de stop loss. C'est pas possible, j'en ai jamais vu de ma vie personnellement, et en général, ce n'est pas possible parce que mathématiquement, offset les commissions avec 5 pips de stop loss, c'est-à-dire
faire plus de profit, avoir un facteur de profit supérieur à ta perte nette en coût de transaction, c'est pas possible, ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça. Si quelqu'un y arrive, c'est Léonard de Vinci, le gars c'est un génie quoi. Donc peut-être que des génies existent, peut-être qu'il y en a qui y arrivent, hein, on sait jamais. Mais si tu es débutant, je ne pense pas que tu puisses y arriver. Voilà, pour être tout à fait honnête, si tu as commencé le trading il n'y a pas longtemps et que tu utilises des stop-loss à 5 pips, ben, je pense pas que tu puisses être rentable. Voilà. Je dis ça vraiment humblement, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais juste, je te montre les résultats. Donc voilà, tu vois là, on ouvre des 20 lots, 19,67 lots, on paye 140 € de commission à chaque fois, sans compter les spreads hein, qui sont directement intégrés dans le profit. C'est juste aberrant et impossible. C'est impossible à long terme, voilà, il faut le mettre dans sa tête, c'est pas possible. Regarde, je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est que sur 6 mois. 90% de pertes sur 6 mois. Alors que la stratégie a aucun problème. Hein. C'est pas la stratégie catastrophique. Il faut bien comprendre que créer une stratégie qui perd à long terme, c'est aussi difficile que créer une stratégie qui gagne à long terme. C'est exactement la même chose. Sans compter les frais de trading, je veux dire. Si tu crées une stratégie qui perd régulièrement, c'est-à-dire qui génère un signal perdant, c'est tout aussi compliqué que de générer un signal gagnant, tu vois. Parce que si tu arrivais à trouver des stratégies perdantes, tu aurais simplement à inverser le signal. Au lieu de prendre une vente, tu prends un achat, tu vois. Et ça deviendrait rentable comme par magie. Mais non, parce que la plupart du temps, ce qui fait perdre, c'est les frais de trading, c'est les coûts de transaction, les commissions, les spreads. Et là, c'est pour ça qu'elle perd cette stratégie, tu vois. Elle n'est pas mauvaise fondamentalement. Les FVG, là, les fair value gaps, je bégaye tellement c'est nul. Ah non, justement, c'est pas nul. Les fair value gap, ce n'est pas nul. ICT, c'est pas nul. SMC, c'est pas nul. C'est pas des mauvaises stratégies. C'est juste que c'est pas des bonnes stratégies. Du coup, tu perds à cause des frais. C'est ça le truc. C'est que c'est pas nul fondamentalement, hein. J'ai rien contre ICT, mais là tu vois bien que voilà, 90% de pertes en 6 mois, 32 000 € de commissions payées, 54 000 € de profit négatif, et c'est ce qu'on peut attendre sur ce genre de stratégie avec des stop-loss ultra serrés et beaucoup de fréquences de trading. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et si tu veux, je peux te montrer tout simplement que effectivement c'est pas une si mauvaise stratégie, simplement en écartant ton stop-loss. Ce que je dis à tous les débutants. Si tu débutes le trading, ou même si tu commences à être un petit peu confirmé et que tu cherches toujours, tu es toujours sur le chemin de la rentabilité, ben, écarte ton stop-loss. Arrête d'être un casinoman là, à aller chercher des stop-loss à 5 pips. Prends des stop-loss à, je sais pas, 40 pips, même plus. Hein. Moi, je prends des stop-loss à 80 ou 100 pips. Tu fais, regarde, sur 40 pips en FVG de 4 heures, tu vas voir que déjà, on va perdre beaucoup moins. Ça va quand même perdre, je pense, parce que du coup, il n'y a aucun hedge, hein, naturellement, mais ça va perdre beaucoup moins. Tu vois que là, on est à 82 000. 82 000, on a perdu, entre guillemets, que 20 000 €. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pu te faire ouvrir les yeux sur d'autres réalités du trading en ce qui concerne les VG, ICT, etc. Et puis quand même, je pense que j'ai pu t'apprendre 2-3 trucs sur la programmation aussi, c'est intéressant. Parce que peut-être que tu as cliqué sur cette vidéo pour apprendre à trader ICT, et qu'en te rendant compte que c'est pas possible, bah, tu vas peut-être te trouver une vocation pour autre chose, pour le trading algorithmique en général. Et si c'est ton cas, si tu veux apprendre le trading algorithmique, bah abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est ce que je fais des tutoriels sur le trading algorithmique, sur la programmation pour créer des stratégies rentables. Donc si tu es curieux, si tu veux regarder il y en a une qui s'affiche ici sur ton écran, tu peux la regarder, et puis moi je te dis à la prochaine.